Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce live d'AEPE Petite Enfance, un live YouSchool donc qui est ouvert aux étudiants YouSchool mais pas que, également ouvert à tout le monde, tout simplement sur notre plateforme YouTube, YouSchool YouTube, et sur notre Facebook YouSchool Petite Enfance. Bonjour Lucas. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Très beau polo. Merci beaucoup, on innove un peu On en innove, AEPE chez voilà, YouSchool. on est raccord, on a une charte bien définie. Bonjour Marine. Bonjour à tous. Premier live en tant que deuxième ici. Live, Voilà. ici. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, les amis? Alors aujourd'hui, on va voir la préparation et l'accompagnement au repas. Donc on va partir du début, donc de la diversification, jusqu'à un âge d'environ 3 ans, 4 ans, où du coup l'alimentation est plutôt complète de type adulte. Parfait, on dit Voilà. bonjour à tout le monde. Alors je crois qu'on a déjà quelques personnes qui Bonjour nous passent le bonjour. Christelle. Bonjour Cindy. Bonjour Maria. Voilà, bonjour à tous. c'est le Merci moment. de nous avoir rejoints. Tout à fait, c'est le moment de poser toutes vos questions. Il y a Romane, donc la modératrice sur la plateforme. Nous avons aussi Julie, ici, qui va s'occuper de vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions. C'est le moment ou jamais. Allez, on regarde un extrait de cours tout de suite. Rapidement dans les conditions indiquées sur l'emballage, en commençant par les surgelés, transportés dans un sac isotherme pour éviter de rompre la chaîne du froid, puis par les produits frais qui sont à placer au réfrigérateur dans la zone adéquate. Il faut éviter d'exposer à l'air libre les légumes frais et les matières grasses, sans quoi les premiers perdront leurs vitamines et se dessécheront et les seconds ranciront. Il faut leur préférer respectivement le bac à légumes du réfrigérateur et l'emballage initial des aliments maintenus fermés. Il faut toujours sortir au dernier moment du réfrigérateur viande, poisson, œufs et produits laitiers. La cuisson des corps gras doit être effectuée en tenant compte de leur température critique, au-delà de laquelle il y a formation de produits toxiques. Certaines huiles dont la température critique est faible sont ainsi déconseillées pour la cuisson, c'est-à-dire l'huile de noisette, de noix, de pépins de raisin, de tournesol, de germes de maïs ou encore d'olive extra vierge. Voilà, donc cette vidéo, Lucas, qu'on vient de voir, et Marine d'ailleurs aussi, c'est la vidéo de préparation des repas pour la petite enfance. Et là, on va parler également de l'accompagnement. Hein. Tout à fait. Exactement. On va pouvoir du coup retrouver toute la préparation de base et l'accompagnement du coup qui est primordial dans notre métier. Eh bien, c'est quand vous voulez. On vous Alors, écoute. du coup, on va commencer par faire un petit tour du matériel qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, on va avoir bien sûr les ingrédients. Donc, on aura des pommes de terre ici qu'on a déjà cuit parce que c'est un petit peu long et qu'au niveau du live, sinon ça nous aurait pris trop de temps. Et ensuite, on a les carottes là qui sont légèrement pré-cuites, beaucoup moins que les pommes de terre qui sont elles réellement cuites. Et les carottes, du coup, on aura juste à les éplucher et ensuite à les remettre à cuire. Ensuite, au niveau matériel, du coup, on aura l'écumoire, un petit couteau d'office, un économe, une maryse, un grand couteau et un fouet, ainsi qu'un mixeur plongeant qui nous servira du coup pour la purée lisse. Ensuite, du coup, la casserole, l'eau qu'on a déjà mis dedans parce que du coup, on va faire une cuisson à l'anglaise, donc à départ eau en ébullition et on plonge ensuite les carottes dedans, pardon. Du coup, on va commencer petit à petit par les carottes. Donc bien sûr, on s'est lavé les mains au préalable. Et on respecte toutes les mesures d'hygiène. Donc on va fonctionner par exemple avec la marche en avant qui est obligatoire dans tous les lieux d'accueil et en restauration classique. Alors on prend toujours un petit bol pour mettre les épluchures. Ça évite de salir sa planche à découper. Donc en structure, bien évidemment, la cuisine sera normalement conçue pour effectuer la marche en avant. Donc c'est le non-croisement des produits souillés, donc reçus avant le passage à l'eau claire, et les produits qui sont destinés à la consommation. Donc voilà. Hop. Je vais vous laisser prendre le relais, prof Marine, le temps que j'effectue un petit peu. Exactement. Déjà, super d'avoir précisé la marche en avant parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans pas mal d'actes qu'on peut faire au quotidien où il y a des produits souillés et des produits propres. Donc c'est important de penser à pas mélanger ce qui est souillé de ce qui est propre. Et cette marche en avant permet vraiment de respecter les procédures d'hygiène, notamment pour quelque chose d'aussi important comme le repas des tout petits.
Et il y a aussi la magnifique tenue que porte Lucas. Donc, pour rappel, il y a besoin d'avoir une tenue adaptée quand on prépare les repas. Une blouse, une charlotte. Il y a évidemment le masque Je vois pas la charlotte, hein. Alors, il n'y a pas la charlotte parce qu'on s'est dit que c'est nous-mêmes qui allons manger cette purée à midi. Mais bon, vous confirmez que normalement, effectivement, on doit toujours avoir une charlotte. Hein, ouais. Oui. Il y a toujours besoin d'une charlotte. Voilà, après, comme c'est lui-même qui va manger sa propre purée, il s'est dit que ça devrait aller sans charlotte. On n'est pas obligé de lui infliger ça pour le live. Exactement. Oui, avec des millions de vues sur YouTube. Tout à fait. Il y a aussi besoin, parce que je le vois avec son très grand couteau, d'avoir des chaussures adaptées en cuisine. C'est vraiment important. Alors, c'est quoi des chaussures de cuisine? C'est les sabots, c'est ça qu'on peut voir dans les cuisines, vraiment? Exactement, vraiment des chaussures adaptées qui sont renforcées et qui permettent, en cas de chute de couteau, d'amortir sur le pied. D'accord. Voilà. Donc, et le masque qui est bien sûr de rigueur actuellement. Alors, du coup, on va faire démarrer là. Faut vraiment être calé, alors limite en cuisine, hein, CAP cuisine, hein, parce que la marche en avant, etc. Moi qui tourne les CAP cuisine, ce terme, je l'entends uniquement dans cette formation. Oui, c'est vrai que c'est un terme qui est utilisé dans nos métiers aussi de la petite enfance parce qu'on a un croisement des produits qui peut être contaminant. Donc du coup, on est vraiment sur une hygiène globale. Donc, pendant la préparation du repas, mais c'est aussi des principes d'hygiène qu'on retrouve lors du change, de tous les soins de l'enfant. Donc, tout à fait. C'est sur le même principe. Et puis, comme avec le CAP AEP, on peut être amené à préparer des repas. Ça dépend de là où vous allez être embauché, ça dépend de la fiche de poste, ça dépend pour quel poste vous êtes embauché et ce pourquoi il y a des besoins sur la structure. Et vous pouvez tout à fait être amené à préparer des repas. Pour les plus petits, c'est beaucoup plus rare en école maternelle, mais dans des multi-accueils, c'est courant. Et il y a aussi l'épreuve EP3 qui concerne le projet d'accueil, où du coup, vous allez être amené à vous placer en tant qu'assistant maternel. Et forcément, un assistant maternel à domicile peut tout à fait, c'est très très courant, préparer les repas soi-même au lieu que ce soit les parents qui emmènent les repas. Alors, c'est justement ce que j'avais vous demander, puisque tout à l'heure, vous parliez des chaussures adaptées, etc. Ouais. Là, on parle de structure, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à la domicile, qu'est-ce qu'on est obligé d'avoir, de porter? Alors, à domicile, au niveau de la tenue, ce qu'on conseille, c'est une tenue un petit peu comme aujourd'hui. On n'a pas les mêmes mesures d'hygiène, bien sûr, à respecter que dans les lieux d'accueil. Mais par contre, voilà, un tablier, une tenue qui reste adaptée à la cuisine. Et moi, je conseillerais même, d'un point de vue hygiène, de porter un tablier bavette. Donc, vous savez, avec la petite encolure qu'on enfile. Floqué YouSchool, hein, si possible. Oui, avec moi, je conseillerais même YouSchool, c'est vraiment le plus qui fait plaisir à tout le monde. Mais voilà, vraiment, le tablier à bavette, ça peut vraiment être utile. Ça permet aussi d'éviter les éclaboussures. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas le mettre en format bavette. Pour l'esthétisme, hein, on va pas se mentir. Donc la charlotte, c'est pas obligatoire à domicile, hein. Alors la charlotte, c'est pas obligatoire, mais on la conseille quand même si la personne a les cheveux longs, si la personne a les cheveux courts, il y a un peu moins de risques, mais quand même, s'il y a la possibilité, toujours plus hygiénique. Tout à fait. Alors je me permets de me baisser. Je rappelle, j'en profite pour vous rappeler que ce live donc sera en replay sur la plateforme YouSchool dans les informations générales, également sur notre compte YouTube YouSchool tout simplement, et sur notre compte Facebook YouSchool Petite Enfance. Alors aujourd'hui, du coup, je pense que je vous ai finalement pas dit ce qu'on allait faire exactement. Alors du coup, on va faire 3 purées. Donc une première purée de carottes lisses, qui est totalement adaptée au début de la diversification de l'enfant. Donc on commence en général aux alentours de 4 à 5 mois. Bien sûr, ça dépend de votre enfant. C'est quelque chose qu'on vous conseille de voir en lien avec le pédiatre aussi, parce que ça va dépendre, il y a des petites variantes selon les pédiatres. Donc voilà, bien continuer le suivi de votre enfant avec le pédiatre et l'adapter. Mais voilà, c'est une diversification qu'on va commencer aux alentours de 4 à 5 mois, 4 mois révolus généralement, donc 5 mois. Donc la carotte, c'est un légume qui est très adapté à ce début de diversification. Et du coup, on va préparer une purée lisse, donc on appelle mixée. Du coup, on utilisera le mixeur plongeant du coup, pour cette technique. Ensuite, du coup,
on pourra faire une deuxième purée. Ce sera un écrasé de pommes de terre et de carottes qui du coup on commencera à l'intégrer aux alentours de 9 mois, si je dis pas de bêtises, prof Marine, on est d'accord. Donc aux alentours de 9 mois, on va pouvoir intégrer la purée, voilà, toujours en lien avec le pédiatre. Il y a des petites variantes selon les pédiatres, donc on conseille dans tous les cas en tant que professionnel, c'est pas à vous d'intégrer ces aliments, mais bien aux parents de commencer à la maison. Et ensuite, en lien avec les parents, vous faites entrer les légumes et puis ensuite les viandes qui y seront associées. Sur la troisième purée, ce sera une purée, donc toujours en écrasé de pommes de terre et de carottes, mais du coup, on va intégrer également des morceaux pour que l'enfant du coup s'habitue avec les petits morceaux. Donc là, en général, on va être aux alentours de 10-12 mois à peu près dans l'intégration des morceaux. Voilà. Et puis ensuite, on verra aussi l'accompagnement. C'est vraiment primordial. Là, on est vraiment sur la partie du professionnel en amont, mais le professionnel est vraiment acteur à ce moment-là. Donc voilà. Petite nouveauté à partir de la rentrée de janvier, vous le savez sans doute, Lucas et Marine, c'est que nous allons accueillir dorénavant un ou une étudiante pendant quelques minutes, donc pour notre prochain live, afin de nous montrer une technique qui aurait été apprise sur la plateforme YouSchool et de pouvoir en discuter, de donner des conseils à d'autres étudiants qui nous regardent. Voilà, donc si vous voulez candidater pour venir participer au prochain live, eh bien c'est sur la boîte mail live comme le précise Quentin et pas live@youschool.fr. Vous envoyez un mail à Julie qui prendra vos coordonnées et vous rappellera. Je vois une remarque de Christelle Legrand. En temps méridien, le repas est directement apporté par la collectivité en service cantine. Les agents de cantine nous préparent ainsi les contenants afin que nous puissions servir les enfants. Bien sûr, il y a énormément et surtout dans les écoles maternelles, des liaisons, ce qui s'appelle vraiment des liaisons froides, où les repas arrivent déjà prêts et il y a une remise en chauffe à effectuer pour pouvoir les servir aux enfants. Oui. Là aussi, il y a des protocoles qui sont beaucoup moins drastiques que ceux que prof Lucas sont en train d'appliquer en ce moment. Mais il y a quand même des protocoles de remise en chauffe avec une température à contrôler, à surveiller. La température est de 63 degrés pour rappel. Oui, alors du coup, au niveau de la mise en chauffe sur la réception dans un premier temps de la livraison, vous devez contrôler où une personne de la mairie, de la commune ou de l'établissement où vous êtes ou de l'EAJE va contrôler la température à la livraison. Cette température ne doit surtout pas excéder 5 parce que du coup, ça voudrait dire qu'il y a une rupture de la liaison froide et que du coup, ce sera non approprié, non consommable. Ensuite, vous devrez, dans un premier temps, du coup, contrôler cela. Ensuite, à la sortie du frigo, avant la mise en chauffe, on vérifie que le produit est toujours à moins de 5 degrés. Et ensuite, du coup, à la mise en chauffe, le four, on met aux alentours sur un four de type structure. Il n'y a pas forcément de thermostat. Et du coup, en général, c'est environ 40 minutes. Ça ne doit pas être en dessous de 63 degrés. Bien sûr, on précise avec prof Marine qu'on ne sert pas les enfants avec une température aussi haute. Bien sûr, on laisse un tout petit temps. Donc vraiment, en l'espace de 5 à 8 minutes, le plat est légèrement refroidi et est consommable. Comme au restaurant, vous êtes au restaurant, le plat atteint une température telle que comme l'assiette, mais vous n'êtes pas servi tout de suite à cette température-là. On vous laisse quand même le temps au serveur de vous l'accompagner. Là, c'est un petit peu la même chose au niveau de la petite enfance. On laisse le temps de servir et ça permet que le produit soit consommable à une température agréable. Exactement, puis c'est vraiment important de prévenir tout ce qui est risque de brûlure parce qu'à 63 degrés, forcément, les risques de brûlure sont très très importants. Donc ça permet à la fois de respecter tout ce qui est hygiène et tout ce qui permet de prévenir évidemment les microbes et la diffusion des microbes, et en même temps ça permet de ne pas brûler les enfants quand on veut juste leur servir à manger. Magnifique, Lucas. Je ne vous garantis pas la précision et l'exactitude des petits carrés qui s'y trouvent. On ne m'en tiendra pas rigueur, j'espère. On va les recompter. Hein. Regardez le replay et comptez les petits carrés et voyez s'ils sont tous identiques. Hein. Alors là, du coup, je peux garantir que non. Ils ne seront pas identiques.
Je laisse au grand chef l'honneur de cette précision. On demandera à Quentin Siméao. Voilà. Je laisserai chef Quentin, chef Nina me donner des cours là-dessus. La précision est partie. Mais en AEPE, ils font donc tout maîtriser un petit peu. Hein. Oui, on est un petit peu le métier où faut savoir être multitâche, faut savoir être multicasquette, donner un petit peu de sa personne. Mais du coup, c'est toujours plaisant, on adore. Ouais, on a fait ce choix. C'est ça. Surtout le volet EP3, le volet assistant maternel. Les assistants maternels sont à leur domicile avec des enfants du début jusqu'à la fin de journée. Donc forcément, il y a ce moment de repas qui va fatalement arriver, et heureusement pour les enfants. Donc forcément, il faut savoir préparer des repas adaptés. Et les assistantes maternelles ont tout âge d'enfants, donc elles doivent savoir préparer des repas adaptés à tout type d'âge. Eh oui. Et comme ça va être demandé à l'épreuve, on s'était dit que ce serait pas mal de faire une démonstration. Il n'y a pas de démonstration à l'épreuve, il n'y a pas de mise en pratique. Par contre, de savoir comment on prépare une purée, c'est toujours un plus pour en parler. À l'épreuve, justement, on parle de la préparation des repas pour les enfants de quel âge, de tout âge. Comment ça fonctionne exactement? Quel type de questions on a? À l'épreuve, il n'y a plus de pratique maintenant. C'était le cas dans l'ancien CAP, mais il n'y a plus de pratique sur le nouveau référentiel. Cependant, vous pouvez être confronté lors de votre épreuve du coup EP3 projet d'accueil à une demande dans votre sujet de préparation, de planning de repas sur la semaine. Donc, vous devez mentionner quel type de repas, quel est adapté. Bien sûr, vous aurez la précision de l'âge des enfants concernés. Voilà, vous devrez adapter le menu par rapport à la diversification, ce qui est mentionné dans le sujet, etc. Comme tout à l'heure, Lucas le disait, il va préparer d'abord une purée de carottes et uniquement de carottes lisses. Le but, c'est vraiment de suivre les conseils pédiatres et en général, les pédiatres conseillent la découverte du légume unique pour vraiment découvrir la saveur de ce légume en particulier. Si on mélange la carotte avec d'autres légumes, forcément, la purée n'aura pas le même goût. Donc vraiment de découvrir le légume brut tel qu'il est proposé, c'est vraiment quelque chose qui est encouragé et favorisé par les pédiatres et c'est quelque chose que tous les professionnels petite enfance doivent respecter. C'est pour ça qu'il va faire une purée avec un légume unique pour les plus petits. Tout à fait. Du coup, on va parler un petit peu le temps que ça bout, parce que l'eau met un petit peu de temps à bouillir. On va passer du coup sur la partie accompagnement. Donc quel matériel on préconise? En structure, vous allez pouvoir avoir un panel de matériel selon la structure, selon le projet pédagogique de la structure, selon les croyances des professionnels qui sont sur le terrain et les convictions. Donc ça va vraiment dépendre. En tant que professionnel, vous allez aussi devoir prendre un recul par rapport à vos connaissances, prendre le temps d'échanger avec les professionnels en place, le pourquoi ils ont choisi ceci plutôt que cela. Voilà, c'est vraiment quelque chose où vous allez devoir jongler les premiers temps en structure. Donc par exemple, Prof Marine nous a ramené une assiette qu'on peut retrouver en structure, pas totalement sous ce format-là. Ça, on va être plutôt sur un format personnel de domicile, mais du coup, l'idée est qu'en fait, ça ressemble un petit peu à un plateau. En structure, vous allez travailler plutôt avec des plateaux, donc des plateaux qui seront composés un petit peu de la même façon, mais souvent de forme rectangle, comme un plateau tel qu'on le connaît, ou des assiettes. Donc en fait, on repère différents compartiments où en fait, on va pouvoir disposer dans chaque compartiment, par exemple, la purée ou les légumes selon l'âge de l'enfant, la viande, le dessert, l'entrée ou le fromage, ou selon comment est composé le menu. Mais en fait, le but est que l'enfant puisse faire son choix, commencer par l'aliment qu'il désire, puis qu'il puisse également choisir dans quel sens et quel goût il peut mélanger. On est aussi dans de la découverte, donc l'enfant va vraiment pouvoir mélanger entre les différentes cases. Il va pouvoir, par exemple, vous allez voir souvent des enfants qui vont commencer par le dessert. Ça, c'est très courant. Ou qui vont mettre les frites dans le yaourt. Moi, ça m'arrive souvent, moi, à la maison. Et oui, mais peut-être que les frites dans le yaourt, c'est bon. Nous, on a notre petite idéal d'adulte dans nos têtes, nos schémas bien ancrés.
Et les enfants sont en pleine découverte, donc ils adorent. Vous allez voir des mélanges que vous, en tant qu'adulte, vous trouverez surprenants, absurdes. Des fois, vous ne donneront pas forcément très envie de manger. Mais qui sont très bons. Mais qui sont sûrement très bons ou ça. intéressants à découvrir. En général, la compote va se mélanger à la semoule, au riz. Le yaourt, il va se mélanger un petit peu à tout aussi. Mais un yaourt nature avec des concombres, ça peut être très bon. En tant qu'adulte, on utilise des fromages blancs pour l'apéro. C'est ça. Pourquoi pas continuer? C'est peut-être comme ça qu'a été inventé le riz au lait, hein, d'ailleurs. Hein. Peut-être On sur va une essayer de retrouver erreur, les origines. un c'est petit ça mélange. Un petit mélange imprévu. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant au niveau découverte de l'enfant. Ça lui permet vraiment de s'épanouir dans son repas, découvrir les textures, les mélanges, les saveurs. Voir qu'un yaourt mélangé avec de la semoule et mélangé avec du riz, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas le même aspect. Donc c'est quelque chose qui va découvrir pleinement. Ah, on a une question intéressante que je me posais moi aussi en vous voyant nous montrer ce plateau, puisqu'on entend souvent, notamment en cuisine ou en boulangerie, que le bois n'est pas forcément hygiénique. Est-ce que là, il y a des normes? Est-ce qu'il faudrait plutôt utiliser des couverts en acier, en plastique ou en bois? Donc on parle de couverts, on parle d'assiettes, de plateaux, etc. Alors du coup, effectivement, en structure, vous retrouverez très rarement des assiettes comme ça. Oui. Alors là, c'est pas du bois, il me semble que c'est du bambou. Oui. Mais du coup, il y a des normes qui doivent être respectées en structure, hein, ça doit forciément être codifié. Ouais, c'est principalement de l'inox que vous Ouais, trouverez C'est ça. en De structure, l'inox vraiment ou principalement. Du plastique, ou du De moins plastique. en moins, mais ouais. Oui. Les plateaux sont généralement encore en plastique quand on en trouve, mais l'inox et l'acier font leur apparition et c'est pas plus mal parce que même au niveau des couverts pour les enfants, au niveau de la sensation, c'est quand même mieux. Ils ont une préhension un peu différente. On sait que le plastique, la préhension de la cuillère est un peu faussée. Et de même du coup pour les couverts qui du coup sont pas forcément très intéressants au niveau de la texture, au niveau de la mise en bouche. Et on a une question de Christelle. Marine, je vous laisse la lire. Jusqu'à quel âge cette technique de dégustation? Alors très franchement, le plateau est vraiment intéressant à utiliser jusque très tard. Je sais que vous travaillez en école maternelle, Christelle. Je pense que même en école maternelle, ça peut être très très intéressant que les enfants prennent ce qu'ils ont envie de prendre. Qu'ils mangent ce qu'ils ont envie de manger, qu'ils fassent leur expérience, parce qu'au final, ce qu'un enfant a testé à 18 mois, il va peut-être avoir envie de le retester à 4 ans. Les découvertes qu'il va faire dans son repas, et après tout, c'est son repas. Nous, on est là pour accompagner ce moment de repas, mais c'est lui qui mange à sa faim, c'est lui qui mange à sa quantité, c'est lui qui mange s'il en a envie. Et nous, on fait que accompagner ce moment-là. De pouvoir lui proposer de tout manger dans l'ordre qu'il veut, ça permet aussi qu'il ait possession de son moment. C'est son autonomie qu'il est en train de développer sur ce moment de repas. Et avec ce plateau, l'autonomie qu'il arrive à mettre en place en mangeant ce qu'il veut dans l'ordre qu'il veut, c'est quelque chose qui va vraiment l'aider à prendre possession de ce moment de repas et à aimer ce moment de repas. Oui, tout à fait, les enfants, ils sont vraiment dans la découverte et on doit être dans le plaisir. L'enfant, il doit découvrir un plaisir de manger. Donc, il ne doit pas se sentir frustré par un dessert qui ne serait pas mis sur un plateau. Ça peut arriver, il y a des structures qui font ce choix. Ça peut être un choix, c'est un choix pédard. Après, en général, on conseille quand même de le laisser parce qu'on est vraiment dans de la découverte et l'enfant, avec tout son plateau entier, il a beaucoup plus de possibilités. Donc, c'est intéressant. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe au top ou au flop. Qu'en dites-vous? Parfait. C'est parti. Les tops et les flops à l'examen, c'est-à-dire ce qui vous coûtera des points ou ce qui vous permettra d'en gagner. Marine. Exactement, donc dans les tops, il y a ce respect de l'accompagnement et d'autonomie. Donc on en parlait par rapport au plateau repas par exemple, ou au fait que l'eau soit mise à disposition tout le long du repas. C'est lui qui prend de l'eau quand il a envie de prendre de l'eau, tout simplement. Cet accompagnement et cette autonomie qui est favorisée à ce moment-là, c'est un super top. Ça, il n'y a pas de souci.
Et au niveau des flops, du coup, ce serait vraiment le non-respect de toutes les mesures d'hygiène qu'a décrit Lucas. C'est vraiment, vraiment important. Il y a des contrôles récurrents en structure, souvent quand même, une fois par mois facilement. Et forcément, les contrôles doivent revenir positifs. S'il y a un contrôle négatif, il y a quand même de lourdes conséquences derrière. Vraiment, le moment du repas doit être un moment hygiéniste sacré dans la structure. C'est vraiment important de respecter toutes les mesures d'hygiène à ce moment-là. J'en profite pour vous demander d'ailleurs, en structure, comment ça se passe, puisqu'on voit certaines crèches qui adoptent le bio, les couches bio, des repas bio, etc. Ça, c'est le choix de la structure ou c'est imposé? Alors oui, ça c'est le choix de la structure. C'est un choix pédagogique, un choix identitaire de la structure de développer les repas bio, les couches bio. Donc ça c'est vraiment une identité à part entière de la structure. Il n'y a rien qui peut être imposé par un autre organisme. C'est vraiment la structure qui choisit quand elle s'ouvre ou après certaines années, des recherches, une nouvelle direction. En général, ces projets-là arrivent souvent à un changement. Donc c'est vraiment un choix entier de la structure. Et par contre, en général, il faut que tous les professionnels aient cette conviction pour que le projet soit mené et soit abouti. Très bien. Exactement. Je vois une remarque de Christelle. Le souci est qu'en école maternelle, les repas nous sont apportés par séquence. Entrée, plat principal, fromage et dessert. Nous avons des assiettes en plastique. Et oui, comme du coup les repas sont déjà scindés, ça ne permet pas de tout mélanger. Et pour autant, une fois que le plat principal est sorti, donc le chaud, une fois que le chaud est sorti, il n'y aurait pas de souci à proposer forcément le fromage ou le dessert qui sont principalement froids. Donc ce serait vraiment intéressant, je pense, de tout proposer pour que les enfants puissent manger ce qu'ils veulent manger. Nous, au restaurant, on a souvent rêvé de commencer par un dessert et c'est pas pour autant qu'on n'allait pas manger le plat. C'est la croyance du sucré qui l'emporte sur le salé, alors que pas forcément, pas pour tout le monde. Et pour autant, le principal, c'est d'aimer son repas et d'aimer ce qu'on mange. On va aussi parler un petit peu du matériel et de la posture du professionnel en structure lors de cet accompagnement au repas. Donc bien sûr, il va être varié selon la tranche d'âge de l'enfant, selon aussi les choix pédagogiques de la structure. Donc on va avoir plusieurs distinctions. Donc en général, l'enfant, quand il est au biberon, on le prend dans les bras. Il y a encore certains professionnels qui le font au transat. Ça, c'est un choix identitaire de structure aussi et de pédagogie. Donc on peut continuer sur la diversification avec un accompagnement sur les genoux, surtout dans les premiers temps de diversification où l'enfant a 5 mois environ, 5-6 mois, 4 mois au plus tôt. Donc l'enfant a encore besoin de cette attention, de ce moment vraiment privilégié avec l'adulte. Donc il faut que l'adulte soit auprès de lui, soit vraiment à 100% avec l'enfant, que ce soit vraiment un moment où l'adulte n'est pas en train de surveiller autre chose, de donner un deuxième repas à côté. Donc voilà, vraiment prendre un temps sur les genoux ou sur le transat selon les structures, mais en général sur les genoux à cet âge-là. On continue ensuite, on va se diriger une fois que l'enfant s'assoit de lui-même et en capacité de maintenir la position assise aussi de lui-même. Vous pouvez du coup commencer sur une chaise adaptée. Donc une chaise adaptée, qu'est-ce qu'on entend? C'est une petite chaise où en général on peut clipser une tablette qui rejoint un petit peu le modèle de la chaise haute, mais du coup plus adaptée à l'enfant, car elle est plus près du sol et lui permet d'avoir les 2 pieds bien ancrés au niveau du sol tout le long de son repas. Du coup à cette étape-là aussi, on va commencer généralement la double cuillère. Donc la double cuillère, c'est une cuillère vers l'enfant que l'enfant tient, où il commence son repas, il le déguste, il va se louper, il va en mettre sur sa joue, il va en mettre sur son pull. Il va pas être encore très habile et au niveau de sa motricité fine, mais il va pouvoir du coup quand même petit à petit manger et vous du coup vous complétez
avec votre cuillère que vous avez en tant que professionnel dans la main lors de cet accompagnement. On a pas mal de questions là qui arrivent. Marine, je vous laisse les lire. On a une question d'Ashley qui nous dit à quel âge on peut mettre un enfant sur une chaise adaptée? Dès qu'il tient assis, dès que vous voyez qu'au niveau de sa posture, quand il est assis, il se met assis de lui-même et il se tient assis correctement, confortablement. Il arrive à tenir un moment dans cette posture. Vous pouvez lui proposer tout à fait une chaise adaptée. Comme disait Lucas, une petite chaise où il peut avoir les pieds au sol et où on rajoute une tablette pour pouvoir poser le plateau. Ça permet vraiment que lui, il soit encore un peu plus acteur, comme on le disait avec Lucas. C'est cet accompagnement vers cette autonomie qui va aider les enfants à finalement faire ce qu'on fait tous aujourd'hui, manger notre repas tout seul, dans l'ordre qu'on veut, et avec des couverts, et en visant principalement notre bouche, majoritairement. Donc c'est avec cet accompagnement vers l'autonomie que les enfants vont vers quelque chose qu'ils maîtrisent et qu'ils aiment faire. On accompagne en AEPE, on ne force jamais. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne peut pas encore physiologiquement se mettre en position assise, évidemment, on ne va pas le forcer. Éventuellement, si ça tarde, on va en parler à un ostéopathe, au pédiatre. Mais c'est comme le fait de marcher, on ne va pas aider l'enfant à marcher s'il n'est pas prêt à le faire tout seul. Exactement. Ça, c'est des vieilles croyances et aujourd'hui, on met vraiment le doigt dessus. C'est très très important d'accompagner. Pas de forcer. C'est toute la base de notre métier. On est vraiment là pour accompagner. Donc chaque enfant grandit différemment, vit à son rythme, fait sa vie comme il veut, comme il peut, et nous on est vraiment là pour l'accompagner. Et c'est ça qui est très très beau et très très dur aussi dans nos métiers, que chaque enfant est différent. Et du coup, pour accompagner ce que disait Lucas, il y a tout le petit matériel qui peut être mis en place. Vous pouvez mettre des petits pichets d'eau pour que les enfants se servent. À 2 ans, un enfant peut, s'il veut, évidemment, on est toujours dans l'accompagnement, peut se servir lui-même de l'eau dans un verre d'eau adapté. Évidemment, un verre d'eau qui fait la taille de notre main d'adulte avec un pichet de 1,5 litre, c'est pas possible, c'est beaucoup trop dur. C'est le mettre en difficulté, il va renverser de l'eau partout. Ça, il va pas être confortable, vous non plus. L'intérêt, c'est pas de le mettre en difficulté, c'est qu'il soit le plus acteur possible de ce moment et que nous, on puisse l'accompagner. Et il y a du matériel de puériculture adapté aujourd'hui pour ça. Et c'est vraiment important que nous, on puisse s'en saisir. Oui, je vois une autre question. Je vois que Christelle est d'accord avec moi, d'accord avec nous, Lucas. Cependant, effectivement, il y a des protocoles qui sont mis en place et qui ne peuvent pas être toujours changés. Bien sûr qu'on ne peut pas changer tous les protocoles. On peut en parler, on peut voir ce qui est fait, on peut questionner pourquoi c'est fait, mais on ne peut pas non plus être le Che Guevara du protocole mis en place, ce n'est pas possible. On peut par contre en parler et on peut voir ce qui est le mieux pour les enfants, pour le groupe d'enfants et pour vous aussi. Je vois une autre question de Cindy. À partir de quel âge peut-on laisser un enfant manger seul tout en l'accompagnant? On peut le laisser manger seul dès l'instant qu'il en a envie. Quand Lucas parlait tout à l'heure de double cuillère, où nous on a une cuillère et où l'enfant aussi a une cuillère, globalement il va viser plus ou moins sa bouche à ce moment-là. Il y aura des ratés, beaucoup. Et c'est normal, viser sa bouche c'est pas si facile. Mais à partir de ce moment-là, il aura envie de manger tout seul. Et du coup, on pourra le laisser. Et après, il peut poser la cuillère et manger avec les doigts. Il y a pas de mal à ça. Au contraire, le principal, c'est qu'il mange lui. Et du coup, vous allez vite le voir si les enfants ont envie de manger, d'attraper, d'aller vers l'assiette, d'aller vers l'aliment. Ou si ils sont plutôt, je vais dire un peu tranquillou, à se laisser porter et à se laisser nourrir. Et c'est très bien aussi, il a le temps de manger tout seul et d'apprendre à manger tout seul. Mais je vois que ça se prépare bien, ça donne envie. Oui, mais Lucas vient de faire une erreur. Tu as mis de la carotte. J'ai mis la carotte vers la pomme de terre. Ouais.
Sauf que C'est je pas devais grave. garder un récipient sans pommes de terre. C'est pas Mais grave. c'est pas grave, je vais la rajouter à ici. J'étais en train de me dire, dans tous les cas, il m'a manqué un petit peu. C'est parfait. Mes calculs... Là, l'idée, c'était vraiment que Lucas vous montre les différents types de purée, puisqu'on aura de la purée lisse pour les tout petits. Tout à l'heure, Lucas disait 4 mois, c'est vraiment 4 mois révolus. Ce sont les pédiatres qui donnent le tempo, les parents impulsent et les professionnels suivent derrière ce qui est mis en place à la maison. À partir, oui, de 4-5 mois, on commence quelques cuillères, 2-3 cuillères pour vraiment goûter les légumes, les compotes, on y va très très gentiment. Et petit à petit, les quantités évoluent et on fait suivre nous aussi avec les légumes. Au départ, évidemment, le légume unique pour que l'enfant goûte. Je vois des commentaires avec des miams qui apparaissent. C'est que ça a l'air pas trop mal, Lucas. J'espère. L'idée, c'est que l'enfant goûte le légume unique et petit à petit, ensuite, c'est là où nous, professionnels, on va pouvoir un peu plus s'éclater aussi en cuisine, à mélanger différents légumes. Nous aussi, on aurait envie de manger un peu plus ce qui est proposé. Petit à petit, l'idée, c'est que les enfants mangent comme nous. Et ça va arriver très vite au final. À 1 an, les enfants mangent presque comme nous, sauf la friture et la charcuterie. Donc ça va vraiment très très vite. Et les poissons crus. Et les poissons crus, Tout ce qui évidemment. est cru. Évidemment. C'est vrai qu'on ne pense pas beaucoup au sushi en petite enfance. Alors oui, sushi, du coup, on évite. Mais là, du coup, j'arrive tout doucement à la purée écrasée, où du coup, on y rajoutera les petits morceaux si besoin. Mais pour l'instant, elle est encore en morceaux. Donc on va attendre un petit peu. Ensuite, il nous restera la purée en écrasé seule et la purée de carottes seule aussi. Seule carotte. Ouais. Je vois une autre question. À partir de quel âge on peut donner du poisson? Donc du coup, pour toutes ces questions de grammage et d'introduction des aliments, je le répète, ce sont les parents qui impulsent à la maison. Et quand les parents vous disent, professionnels, on a démarré la viande, le poisson, vous pouvez continuer. Donc, du coup, les poissons, il y a tout ce qui est poisson maigre et poisson gras qu'il faut aussi différencier. Tout ça, c'est très bien expliqué dans les cours sur la plateforme, si jamais. Et du coup, les poissons, c'est vraiment à partir de 8 mois où c'est possible. Après, certains pédiatres diront plus tard, certains pédiatres diront plus tôt. C'est pour ça que vraiment on s'adapte à la famille et aux enfants qu'on a en face de nous. C'est 8 mois qui est recommandé avec quelque chose comme 20 grammes de viande ou 20 grammes de poisson. On commence d'abord par la viande blanche, ensuite la viande rouge, la viande blanche, poisson, viande rouge, œuf. œuf, c'est vraiment un quart d'œuf, c'est vraiment très très peu. Voilà, l'idée c'est vraiment petit à petit d'introduire des aliments pour que les enfants mangent comme nous petit à petit. Et bien sûr, on commence par les poissons maigres et les œufs durs. Oui. Les œufs durs. Les œufs durs. Je crois que ça se dit. Du coup, là, on arrive sur donc la purée. Bon, là, pour l'instant, la purée est dans le fouet. Mais du coup, on est sur la purée mélangée écrasée, où des morceaux sont restants. Magnifique. Voilà. Ça, du coup, on va garder. Ça peut être des petites pommes de terre et carottes qu'on peut rajouter un petit peu à l'enfant s'il est en deuxième phase, vraiment en transition de fin purée morceau et vraiment seulement morceau. Et là, du coup, on va passer, je vais faire un peu de bruit, et on va passer à la purée unique pour le début de diversification. J'ai rajouté une petite noisette de beurre dans la préparation que je viens de montrer juste précédemment. Du coup, la écraser avec morceaux. Le beurre, en général, on commence une petite noisette aux alentours, prof Marine? Aux alentours des 1 an, c'est vraiment conseillé pour donner du goût. Aux alentours des 7-8 mois, c'est possible. Et puis, ça donne meilleur goût, c'est chouette. Ah. Le joli polo. C'était sûr.
J'en profite donc pour rebondir. Du coup, Lucas, on a parlé tout à l'heure sur la question des poissons et des poissons crus. Évidemment, quand vous parliez de l'âge pour démarrer les poissons, ça concerne pas les poissons crus, comme le saumon fumé, etc. Parce qu'il y a des risques de listeria, il me semble. Oui, exactement. Non. L'idée, c'est qu'à 1 an, vraiment, les enfants mangent comme nous, excepté les poissons crus, la friture et la charcuterie. Donc, petit à petit, tout va être introduit. Effectivement, à partir d'un an, quand même, les poissons crus, c'est comme tout ce qui est mollusques, c'est aussi à éviter. Et après, évidemment, à en parler avec votre pédiatre, à voir ce que votre pédiatre vous conseille. Et nous, en structure, on ne fait que suivre ce qui est déjà mis en place à la maison quand on peut, il y a aussi des diététiciens qui établissent des menus. On ne peut pas toujours établir les menus qu'on souhaiterait en structure, bien sûr. Je vois une question sur l'huile de coco, qui est spéciale pour Lucas. Alors, Ashley, très bonne question. Lucas a fait toute une info Culture Pro qu'il a mis sur la plateforme. Et il est très fier de sa Culture Pro sur l'huile de coco. Et il a raison. C'était sur les laits végétaux. Les végétaux. Mais du coup, on passe un petit peu sur l'huile. Et l'huile de coco, pas avant 18 mois. On évite avant 18 mois. C'est une huile qu'il faut intégrer petit à petit. Et vraiment, du coup, c'est une huile bien. Elle est riche. Au niveau de la cuisson, elle ne brûle pas. C'est une huile qui peut monter très haut en température sans brûler. Donc sans que l'huile soit... J'ai perdu le terme. Quand l'huile brûle, il faut pas qu'une huile brûle. On est plusieurs à se regarder et le mot vient pas. Le mot vient pas. Une huile qui brûle devient toxique en fait. Tout voilà, c'est ça. C'est-à-dire l'huile qui brûle devient toxique. Et du coup, l'huile de coco peut monter très haut en température sans devenir toxique car elle ne brûle pas. Donc c'est une huile qu'il faut vraiment favoriser petit à petit. Mais c'est vraiment à incorporer doucement dans l'alimentation de l'enfant. On passe pas du jour au lendemain à mettre de l'huile de coco partout. Et puis de l'huile de coco désodorisée surtout. Oui, de l'huile neutre. De l'huile coco neutre, bien sûr. C'est bien, en plus, vous pouvez en trouver plein, des bio, etc. Donc c'est assez pratique et c'est complètement végétal. Donc là, on est sur... Pour rappel du coup du petit grammage de la diversification pendant que Lucas se bat avec la carotte, vers 4 mois, donc 4 mois révolus, encore une fois, on suit conseil des pédiatres et des parents, c'est à peu près 50 grammes par jour de légumes qui est conseillé, donc purée vraiment lisse, ce que Lucas va montrer tout à l'heure avec la carotte, vraiment purée lisse, 0 morceau, 0 petit grain, très très lisse. Et petit à petit, la compote arrive avec pareil 50 grammes. Donc tout ça, c'est dans les 4-5 mois, c'est vraiment très très tranquille. L'idée, c'est vraiment de faire un démarrage où on montre à l'enfant que l'alimentation arrive autrement que par le biais du sein ou du biberon, qu'il y a une cuillère qui est là, que cette cuillère contient de la texture, que c'est bon, que c'est fait avec amour et que du coup, il y a plusieurs goûts, plusieurs saveurs qui vont arriver. Donc c'est vraiment un démarrage très 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 en douceur. Petit à petit, on passe à 120 grammes de légumes, donc vers les 5-6 mois, très tranquillement, et 80 grammes de compote. Et ensuite, vers 6 mois, on peut commencer à intégrer la pomme de terre avec 150 grammes de purée par jour et avec 10 grammes de viande. Alors vous allez voir, c'est très très petit, mais l'idée c'est vraiment d'introduire la viande mixée, encore une fois, très gentiment, de commencer par les viandes blanches, le poulet, la dinde, d'introduire très gentiment toutes ces viandes, et avec 100 grammes de compote par jour, pas par repas, par jour. Ça fait 50 grammes le midi, 50 grammes à 4 heures par exemple. À 7 mois, on est déjà à 170 grammes, 8 mois, 180 grammes, etc. Petit à petit, vraiment, l'enfant va manger des quantités qui se rapprochent, qui ne sont pas identiques aux nôtres, mais qui se rapprochent des nôtres avec des quantités... Je m'excuse, petit loupé.
de visage. Voilà, l'idée c'est que au niveau des quantités, petit à petit, ça se rapproche vraiment de quand Lucas vous montrait l'assiette plateau tout à l'heure, que l'assiette plateau soit vraiment remplie et fournie avec un morceau de fromage, une entrée, des légumes coupés en morceaux bien cuits, de la viande, compote ou des fruits pas forcément ni écrasés ni mixés. Voilà, l'enfant va arriver à remplir toute cette assiette plateau. Alors, est-ce que c'est bon la carotte? Alors la carotte me donne un petit peu de fil à retordre, je pense qu'elle manque légèrement de cuisson, je pense que je me suis fait avoir avec ma pointe de couteau. La prochaine fois, moi je vous invite à vérifier un peu plus qu'avec la pointe du couteau. Elle me semblait bien cuite, mais elle nous donne un peu de fil à retordre. Après, ce que je peux vous conseiller dans tous les cas pour une purée lisse, c'est de la passer au chinois, si vous en avez un. Donc vous savez, c'est comme un écumoire, sauf que c'est avec une petite grille un petit peu métallisée, avec des trous beaucoup plus fins, et qui du coup retient les morceaux. Donc voilà, vous mettez dans un chinois, vous appuyez avec une maryse, comme ça seule la partie très lisse ressort, et comme ça vous prenez aucun risque qu'un morceau vous soit passé au travers. Chinois étamine, hein, le terme précis. Chinois étamine, oui pardon. Exactement. Pour vos recherches Google. Oui, tout à fait. Parce que vraiment l'idée de base, surtout pour la purée de carottes, Lucas voulait vraiment vous présenter une purée extrêmement lisse pour les tout débuts de la diversification. Et vraiment, il faut vraiment pas hésiter à ce qu'elle soit le plus lisse possible. Bon, là, je crois qu'elle ne sera pas lisse pour aujourd'hui. Du coup, ensuite, donc, on a la purée avec morceaux écrasés. Et ensuite, là, on pourra faire avec ces ingrédients-là la purée seulement écrasée. Donc, avec une matière vraiment sans morceaux, mais pas totalement lisse, où on sent un petit peu le côté granuleux. Là, je pense que du coup, je me suis fait un petit peu avoir sur la cuisson des carottes. Aurais-je dû ne pas les faire pré-cuire et les cuire totalement? Vous regarderez en replay, là où ça a flanché, Lucas. Vous nous direz. Donc, voilà. Ensuite, sur l'accompagnement, donc... l'enfant, on l'a peut-être pas évoqué, je sais plus. Au niveau de la texture, il va mettre les doigts les premiers temps. Vous allez voir l'enfant, il va mettre les doigts dessus, il va s'en mettre partout. Alors c'est normal parce que l'enfant découvre avec les doigts, la bouche, donc tous les autres objets du quotidien. Donc forcément, son alimentation, il va vouloir la toucher, voir la texture, il va être dans sa découverte sensorielle. Donc bien sûr, on cadre un petit peu parce que au niveau gestion, ça peut être compliqué, mais je vous conseille toujours de laisser. C'est important que l'enfant découvre. Bien sûr, s'il passe son repas à faire ça, ça peut être compliqué pour l'alimentation. Mais il va finir par manger, vous inquiétez pas, il va finir par lécher un petit peu ses doigts, remettre dedans. Donc on laisse libre, on dirige un petit peu en emmenant avec la cuillère à l'alimentation. Mais c'est pas plus mal de laisser l'enfant un petit peu découvrir avec les doigts au début de sa diversification. J'en profite justement en ce moment avec les cas de Covid, etc. Je vois que vous avez un gel hydroalcoolique. Rassurez-moi, on n'en met pas sur les doigts de l'enfant en bas âge. Surtout pas, jamais de gel hydroalcoolique. Je demande parce que ça, on peut se dire que c'est quelque chose de bien pour éviter les virus, mais ça peut être bien pire. Hein. Oui, vraiment pour les enfants, ça leur assèche les mains. Nous adultes, nos mains ont un vécu. Elles ont pris des produits durant plusieurs années. Cependant, l'enfant a la peau très fine et du coup, ça va agresser tout de suite. C'est un produit de gel hydroalcoolique qui est très fort. Oui. Et du coup, il faut vraiment éviter. On lave les mains de l'enfant. Au pire des cas, vaut mieux avoir une lingette d'une marque qu'on ne citera pas au lait avec un lait un petit peu hydratant dedans que d'utiliser surtout pas le gel hydroalcoolique, ça agresse leur peau. D'autant qu'ils se mettent souvent les doigts dans la bouche, et donc il faudrait surtout derrière, pas qu'ils Et puis, franchement, vaut mieux un bon lavage de mains à l'eau claire avec du savon ou, en fonction de l'âge des enfants, un gant que vous avez déjà humidifié avec du savon dessus. Comme ça, les enfants se frottent les mains sur le gant, mais jamais de gel. Et puis, pour peu qu'en plus un enfant se touche les yeux avec du gel sur les mains, ça a des conséquences derrière assez fortes. Nous, adultes, on sait manipuler le gel parce qu'on fait attention et que maintenant, d'autant plus, on en a pris l'habitude. Les enfants, les tout petits, non.
Ils ne savent pas manipuler le gel avec attention comme nous. Il faut rappeler que le savon est un pouvoir désinfectant. Tout à fait. C'est pas juste pour sentir bon. Le savon désinfecte. Tout à fait. Alors ensuite, du coup, dans la deuxième étape, une fois que vous avez réalisé vos purées, donc bien sûr, vous les servez aux enfants. Nous, on va décaler un petit peu en dessous, discrètement. Alors, ça, je vais laisser. Du coup, il y a tout cet accompagnement de l'adulte qui, qui va par la suite être mis en place, ou l'idéal. Et vous allez très vite le voir. Il y a une grande majorité d'entre vous qui ont déjà commencé des stages avec les tout petits. L'idéal est que l'adulte ne se lève pas, qu'il reste assis, qu'il reste présent avec les enfants, qu'il accompagne, qu'il resserve. Il y a toujours des professionnels qui restent disponibles, qui peuvent faire passer les plateaux, les plats, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à rester assis, disponible. C'est un moment d'échange, c'est un moment de partage. C'est vraiment c'est la version 2.0 du live sur le biberon, où l'enfant grandit et il attrape lui, il a envie de faire des choses lui et de les vivre lui. Et c'est pas pour autant que l'accompagnement s'arrête, et bien au contraire, on est là pour parler de ce qu'il y a dans l'assiette, de ce qu'il a envie de manger, de ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas, de ce que l'autre mange, de s'il veut faire des trocs, des échanges, d'un enfant qui mange du fromage et lui non. Voilà, ça va permettre d'accompagner ce moment-là. Les enfants vont parler entre eux. C'est vraiment un moment plaisant à accompagner en structure. Et c'est vrai que moins il y a d'interdits mis en place, et mieux c'est, dans le sens où rester assis tout le long d'un repas, c'est déjà une grande sollicitation en soi à 18 mois. C'est déjà énorme. Donc faut pas non plus trop en demander. Tout à fait. Et du coup, on rebondit juste avant que je vous montre un petit peu au niveau du nettoyage. Donc j'ai débarrassé, tout part bien sûr au lave-vaisselle, ainsi que la planche à découper également. Je rebondis juste sur, par exemple, un enfant qui se lève lors d'un repas. On va avoir tendance, en tant qu'adulte, à ne pas comprendre, à lui dire « mais reste à table, qu'est-ce que tu fais on est sur le repas ». Alors qu'au contraire, l'enfant a peut-être plus faim, ou est peut-être distrait par autre chose qui l'entoure. Il va falloir que vous, en tant que professionnel, vous vous positionnez pour comprendre ce qui a pu lui faire quitter la table, si c'est qu'il n'a plus faim, si c'est qu'il a été attiré par un objet, un jeu qui était encore dans son champ de vision. Donc vous allez chercher un petit peu avec l'enfant à comprendre, le rediriger vers la table, lui dire que voilà, s'il est en repas collectif sur un groupe des grands, il va être obligé de finir un petit peu le repas assis, avec un accompagnement un petit peu différent, parce que du coup il aura peut-être tout simplement plus faim. Donc on rappelle qu'il ne faut pas forcer les enfants à manger, et on ne dit pas je mange, tu manges, nous mangeons. C'est chacun pour soi doivent s'occuper de son repas. On a une question, Marine, je crois, d'Audrey. C'est exact. Alors, question d'Audrey. Bonjour, à partir de quel âge les enfants mangent avec les morceaux ? Donc, les enfants mangent avec les morceaux globalement à partir d'1 an. C'est possible de commencer avant. Encore une fois, ça dépend du pédiatre, des parents. Globalement, nous, on conseille 1 an, puisque avant, au niveau des dents, tout simplement, de la dentition dans la mâchoire de l'enfant, il n'y a pas la même puissance, même si les gencives vont bien doubler. À 6-7 mois, il n'y a pas le même nombre de dents. Et du coup, on conseille quand même d'attendre 1 an. Après, encore une fois, ça dépend du pédiatre, des parents. Peut-être qu'il y a des enfants à 9 mois qui géreront très très bien les morceaux, qui attraperont, qui mangeront et qui s'en sortiront très très bien. Là, vraiment, c'est tout
c'est tout le lien de la communication avec les familles et des transmissions qui est hyper importante à ce moment-là, puisque les repas évoluent de mois en mois, ne serait-ce que pour les grammages ou le type de viande qui a été introduit récemment. Et toute cette communication avec les parents à ce moment-là pour le repas, elle est primordiale, puisque ça change de semaine en semaine. Tous les week-ends, les enfants vont découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux parfums, peut-être une nouvelle viande, peut-être une nouvelle texture. Et du coup, c'est vraiment important d'être en lien avec les familles à ce moment-là. C'est là où entrent en jeu les transmissions. Exactement. Un module vous attend sur la plateforme YouSchool, un nouveau module qui est arrivé maintenant il y a 3-4 semaines, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a pris du temps à vous écrire pour vous délivrer le meilleur contenu. Donc voilà, donc les transmissions, du coup, vont être très utiles tout au long de l'accompagnement de l'enfant, mais également dans ces temps de diversification où les professionnels vont devoir s'adapter rapidement aux changements qui peuvent être faits à la maison par rapport à cela. Et on le rappelle, en parlant de module, vous pourrez découvrir notre module langage des signes, bébé, et le module sommeil aussi, c'est ça? Le module sommeil, l'agressivité du jeune enfant, et ensuite d'autres modules arrivent très vite sur la plateforme. Donc, module langage des signes bébé en vidéo, évidemment, très intéressant. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Lucas et Marine. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir? Alors, pour la partie accompagnement, je pense qu'on pourrait encore débattre des heures et des heures et en dire toujours plus. Mais du coup, on va pouvoir vous faire une petite annonce peut-être pour le prochain live. Allez-y. Donc le prochain live, on avait fait un sondage avec vous et vous avez été nombreux à nous demander les fiches pédagogiques EP1, on les veut. Et du coup, le prochain live qui se déroulera en janvier sera sur les fiches pédagogiques de l'EP1, de l'épreuve EP1. Donc on va installer un petit canapé, c'est ça? C'est ça, on va faire quelque chose de totalement différent. Un studio de radio un peu comme ça, où on va discuter. On va discuter, parler des fiches, se faire des petits challenges avec Prof Marine. Exactement. Donc on va essayer de rendre ce temps le plus interactif possible. Exactement. Je vois une petite anecdote que Christelle Legrand a partagée avec nous, Lucas, et avec nous tous. Parfois, les enfants ne veulent pas goûter. Je leur dis que c'est moi qui ai cueilli les légumes dans mon jardin. Ça peut être effectivement un moyen de communiquer avec les enfants, de faire rire, de repréciser que les légumes viennent d'un jardin, sortent de la terre. C'est important d'en parler. Ou que c'est ma mamie qui a fait le dessert miraculeusement, les enfants goûtent. Je vois tous vos commentaires, Christelle. Mais oui, c'est chouette de pouvoir avoir ce temps d'échange avec les enfants ou nous aussi adultes de s'autoriser à dire que nous aussi on n'aime pas ce légume-là, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de tout aimer, de tout manger et pour autant, un jour ou l'autre, on finit tous par goûter les brocolis et peut-être qu'on aime, peut-être qu'on n'aime pas et on adore. Fondamentalement, ça change rien à notre vie aujourd'hui de manger des brocolis ou pas et de l'avoir goûté à 18 mois ou pas. Merci à vous deux pour ce superbe live. On a hâte de voir le prochain, donc sur ces EP. Oui, c'est l'EP1, c'est l'épreuve EP1. Sur l'épreuve EP1, parfait. Vous pouvez retrouver évidemment ce live en replay sur la plateforme YouSchool dans les informations générales, sur notre compte YouTube YouSchool tout simplement et sur notre compte Facebook YouSchool Petite Enfance. Merci à vous d'avoir posé toutes ces questions, d'avoir participé. Vous pouvez continuer de poser des questions sur la plateforme. Lucas et Marine y répondront avec plaisir, tout le temps, jour et nuit, évidemment. Peut-être pas la nuit. Peut-être pas la nuit, mais au moins le jour. Alors peut-être pas la nuit. Et petite info de dernière minute, top chrono, ça y est, je vois qu'il est 12h05. Il y a un défi qui est posté sur la plateforme pour vous en lien avec le live de Prof Lucas. Donc c'est parti, rejoignez-nous. Déjà au boulot déjà. Dans ce super défi. Il a même pas fini. On a une question justement, quelle est la différence entre le live EP1 et la masterclass? Du coup, c'est vrai que pour les fiches EP1 avec tous les profs en fait, avec Prof Laurence aussi bien sûr, on était plutôt parti pour vous proposer un format masterclass parce que les fiches EP1 sont vraiment sont vos fiches.
elles sont propres à ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Et du coup, forcément, d'en parler sur un live, pour nous, ça nous semblait trop généraliste. C'est pour ça qu'on vous avait proposé le format masterclass, pour pouvoir vraiment être dans l'individualité et l'échange avec vous. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont assez globaux et qu'on va vous présenter sur le live pour compléter les masterclass. L'idéal, vraiment, je vous conseille de vous inscrire à nos masterclass sur les fiches EP1 si vous souhaitez un accompagnement plus poussé sur vos fiches EP1. Oui, on rappelle que du coup, les masterclass restent, elles sont toujours proposées. Il y en a une jeudi avec une prof Marine, si je dis pas de bêtises. Exact. Une vendredi à midi avec moi-même. Je ne sais plus quand est celle de prof Florence. Oh, on vous dira bien. Et du coup, pour le live, on sera bien sûr sur des questions plus générales, mais on vous invite vraiment à participer également aux masterclass qui du coup vous permettront de pousser un petit peu sur l'individualisation. Merci à tous, merci Romane, merci Julie, merci toute l'équipe. Merci à vous d'avoir suivi ce live que vous retrouverez en replay. Et puis à très vite. Au revoir. À très vite. Au revoir. Au revoir. Avec YouSchool, obtenez votre CAP AEPE Petite Enfance. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.